Je suis super heureuse d'être là et surtout qu'on puisse enfin participer à ce merveilleux colloque. J'étais de la partie il y a 2 ans et je faisais partie de l'équipe organisatrice. Donc, si vous pouviez faire un applaudissement à tous les bénévoles. Voilà. Merci pour eux. Alors, moi, je vais aborder le volet plutôt affectif, psycho-émotionnel, qui est un des piliers de l'association au sein des femmes. Et donc, on va voir à quel point le relationnel peut vraiment jouer un rôle protecteur par rapport à notre santé. Alors, je passerai très, très brièvement, puisqu'on a eu vraiment les détails de ce qu'est l'épigénétique ce matin. Donc je reprendrai un petit peu l'exemple au travers de l'histoire de vrais jumeaux, qui est d'ailleurs le fil rouge de mes 2 livres. Donc c'est vraiment le fil rouge donc des jumeaux monozygotes. Et donc en fonction du mode de vie, même si au départ ils sont génétiquement identiques, bien en fonction du mode de vie, on voit que des jumeaux qui sont au départ génétiquement identiques vont se différencier en fonction de leurs histoires de vie. On verra ensuite comment les émotions, le stress peuvent impacter notre ADN, mais également notre cerveau, au travers justement d'une histoire que je décris dans mon 2e livre, pour vraiment pouvoir s'identifier aux personnages, qui sont mes jumelles, les héroïnes, Marie et Lisa, de mes 2 livres. On verra aussi l'importance, on en a déjà parlé aujourd'hui matin, de l'importance des 1000 premiers jours de la vie, et en particulier des expositions très tôt pendant la vie intra-utérine. Et donc l'épigénétique, si vous ne reteniez que cela de cette journée, c'est vraiment qu'on peut faire de la prévention. Donc c'est vraiment un des objectifs de ces connaissances, c'est que grâce au fait qu'on est informé, on va pouvoir faire de la prévention. Enfin, on verra les comportements qui, en synergie, nous permettent d'adoucir l'effet du stress. Et puis, pratico-pratique, moi j'aime bien toujours terminer par des choses simples qu'on peut facilement mettre en application dans notre vie quotidienne. Par où commencer ? Alors, mes 2 héroïnes, les héroïnes de mes 2 livres, le premier, l'impact des émotions sur l'ADN, c'est l'histoire de Marie et Lisa. Ce sont des jumelles monozygotes et en fonction de leurs expériences de vie, eh bien, on voit qu'elles vont se différencier. Et donc, c'est vraiment cela qui est intéressant. Donc, des jumeaux qui sont au départ génétiquement identiques, en fonction de leur mode de vie. Si on regarde à la fin de leur vie leur épigénome, ils peuvent être vraiment sur base du fonctionnement de leurs gènes, 2 personnes qui n'ont aucun lien de parenté. Donc on voit vraiment l'influence de l'environnement et du mode de vie sur l'expression des gènes. Et donc mon premier livre, L'impact des émotions sur l'ADN, il y a 3 grands chapitres. Le premier, c'est de montrer que le stress laisse des traces sur l'ADN et modifie le fonctionnement de l'ADN. Ensuite, la deuxième partie, c'était de voir que ces traces, en particulier les traumatismes précoces, peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que ces marques, elles sont réversibles dans une certaine mesure, puisque ça ne touche pas la séquence en tant que telle de l'ADN, mais ça va être des modifications, vous l'avez compris, plutôt en surface, qui vont permettre d'accéder à l'information du gène. Alors, j'ai repris aussi l'exemple que Gérard nous a donné avec les jumeaux astronautes, très brièvement. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est le changement d'un mode de vie pendant pratiquement 1 an et de voir le changement justement par rapport aux jumeaux qui est resté sur Terre. Donc, voilà, donc c'est Scott qui est parti séjourner 340 jours à bord de la Station spatiale internationale. Alors, je pense que tu as décrit que c'était même plus que 50% des gènes. En tout cas, une bonne partie, une bonne proportion des gènes ont vu leur expression changer lors de ce séjour dans l'espace. Il revient sur Terre. La plupart des gènes reprennent leur mode d'expression d'avant le séjour, mais ils gardent quand même l'empreinte de cette aventure spatiale, avec à peu près 800 gènes qui vont s'exprimer, continuer à s'exprimer différemment après son retour sur le plancher des vaches. Alors, donc, définition qui a déjà été donnée, mais donc on peut définir l'épigénétique comme l'étude des changements dans l'activité des gènes, ou l'expression, c'est la même chose, qui sont transmis au fil des divisions cellulaires,
ou des générations, sans faire appel à des mutations de l'ADN. Donc on ne change pas les 4 lettres de l'ADN, ça reste les mêmes, l'ordre reste le même. C'est vraiment ici ce qui va agir sur la manière dont les gènes vont pouvoir s'exprimer. Et donc ce sont vraiment les signaux qui viennent de l'environnement qui vont être responsables de ces changements. La bonne nouvelle, c'est que ça nous positionne en acteurs par rapport à notre santé, étant donné que si certaines conditions ont induit le changement de l'expression de certains gènes, eh bien, un changement d'environnement peut restaurer l'activité de nos gènes. Et donc cette image d'interrupteur, moi, elle me tient à cœur, parce qu'au moins, ça parle à tout le monde. On peut avoir des interrupteurs qui vont agir dans la première phase de l'expression des gènes, souvenez-vous, c'est la copie de l'ADN en ARN messager. Là, on a 2 grands mécanismes, méthylation de l'ADN, là, l'interrupteur est éteint. Peu de méthylation, l'interrupteur est ouvert. Ou bien au niveau des protéines histones qui entourent l'ADN. Donc si on a beaucoup d'acétylation, le gène est ouvert. S'il y a peu d'acétylation, le gène va être fermé. Et puis on a la deuxième phase, qui est vraiment la traduction des ARN messagers en protéines. Et là, ce sont des petits ARN non codants qui vont intervenir dans le processus. Et donc on voit que dans les 2 phases de cette expression des gènes, on peut vraiment moduler le processus. Donc les 3 grands mécanismes sont repris, 2 qui vont agir vraiment au niveau de la séquence de l'ADN et d'autres qui vont intervenir dans ces intermédiaires que sont les ARN messagers avec des petits ARN qui vont interférer avec les ARN messagers et empêcher le processus d'aller jusqu'au bout de la production des protéines. Alors ce qui est surtout intéressant, on peut faire de la prévention, mais surtout l'épigénétique nous positionne pleinement en acteurs par rapport à notre santé, puisque ce sont nos choix, nos comportements qui vont vraiment avoir un effet. Et on sait aujourd'hui que par nos choix, nos comportements, on peut à peu près contrôler 80% de nos gènes. C'est pas mal par rapport à l'hérédité. Donc vraiment, faisons-nous plaisir. Alors pour voir un petit peu donc, comment le stress peut impacter à la fois notre ADN et notre cerveau, je vais reprendre un petit exemple, une petite histoire que je décris dans mon 2e livre, l'impact des comportements sur l'ADN, et on va voir comment ça se passe, et que c'est aussi fonction de notre histoire et de notre terrain, la manière dont on va réagir par rapport à un événement stressant. Donc notre cerveau et ses extensions évaluent en permanence voilà, ce qui se passe dans notre environnement en vue d'équilibrer tous les systèmes. On l'a vu, notre système nerveux, le système endocrinien, tout ça travaille ensemble. Et on vérifie surtout si on est en sécurité. Donc tout notre corps, et en particulier le système nerveux, évalue en permanence si nous sommes en sécurité. Alors quand tout va bien, imaginons qu'on est sur la plage, il fait beau, il fait calme. Et donc, Marie et Lisa, ce sont 2 animatrices de mouvements de jeunesse. Et donc, voilà, on les imagine sur la plage, elles sont en train de faire des animations avec des enfants. Marie organise un jeu de mémoire avec les enfants et Lisa joue au ballon. Dans ces moments agréables, on se sent calme, serein, sociable, tout va bien. Et surtout, on se sent en sécurité. Alors, si on pouvait regarder à la loupe le cerveau, que verrait-on ? On verrait certainement que l'amygdale cérébrale, qui est une petite structure dans notre cerveau qui déclenche la réponse au stress, c'est un peu comme un signal d'alarme, elle serait peu active dans ces moments-là. La zone émotionnelle qui gère l'empathie est en activité. Marie, qui organise un jeu de mémoire avec les enfants, aurait l'hippocampe actif. C'est une structure qui est en charge de la mémorisation, l'hippocampe, c'est vraiment au cœur de notre cerveau. Elle joue également un rôle dans la régulation des émotions. Et si vous vous souvenez de l'exemple qui était donné tout à l'heure avec les petits rats bien léchés, mal léchés, eh bien c'est dans cette région du cerveau qu'on a pu mettre en évidence l'expression du récepteur au cortisol qui était soit activé, soit inhibé en fonction du léchage des souriceaux par leur mère. Donc voilà, cette zone en lien avec la régulation des émotions, la mémorisation est active. Lisa, qui joue au ballon, aurait la partie du cerveau en lien avec la motricité en pleine activité.
Au niveau de certaines cellules du cerveau, notamment l'hypothalamus, on verrait la synthèse de l'hormone du lien affectif et social, l'ocytocine. Voilà, cette hormone dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Je vous proposerai des petits exercices pratiques pour la stimuler dans notre corps. Et donc, cette hormone du lien affectif et social est en pleine activité dans ces moments de repos, de plaisir, de joie. Alors, en cas de danger, ça se modifie. Et c'est vraiment le système endocrinien qui se met en route. En cas de danger, l'amygdale cérébrale, qui est notre système d'alarme, va déclencher la réponse au stress en activant cet axe hypothalamus-hypophyse surrénal. Et les surrénales vont sécréter les hormones de stress, adrénaline, cortisol. Le cortisol, c'est vraiment l'hormone de stress par excellence. Son rôle, c'est vraiment de mobiliser tout le corps pour qu'il puisse agir, et notamment par le fait qu'on va produire ce cortisol qui va permettre une élévation du glucose dans notre sang. Le glucose va permettre d'avoir du carburant pour nos muscles pour pouvoir agir. Et donc voilà, toute l'énergie est mobilisée pour qu'on puisse agir. Alors, il n'y a pas 36 000 manières d'agir. C'est la fuite, c'est l'attaque, ou bien c'est l'immobilisation. Ce qui se passe sur la plage où tout allait bien, Marie-Élisa joue avec les enfants, soudain, un chien féroce déboule sur la plage. Qu'est-ce qui se passe? Marie va mettre les enfants à l'abri en sécurité dans la cabine de plage, pendant que sa sœur Lisa fait face au chien avec un parasol. Et puis à côté de ça, une jeune maman, Zoé, déclenche une crise d'asthme et un monsieur, Paul, s'évanouit. Donc 4 comportements différents, même stresseurs, le chien féroce. Et on va voir que c'est vraiment une question de terrain. Qu'est-ce qui va faire que face à une même situation, certains vont déclencher un comportement plutôt qu'un autre? Alors Marie et Lisa, elles réagissent soit en fuyant, soit en attaquant. L'énergie est mobilisée pour agir, c'est le but vraiment de la réponse au stress, tout va bien. Une fois que le danger est écarté, le chien va être neutralisé. Il y avait justement quelqu'un sur la plage qui a jeté quelque chose à manger, le chien a été calmé, neutralisé. Eh bien, leurs hormones de stress diminuent dans le corps, elles reviennent à un mode repos. Autrement dit, leurs réponses, que ce soit la fuite ou l'attaque, sont parfaitement adaptées. Alors maintenant, on va voir ce qui s'est passé pour les 2 autres personnes. Zoé, elle déclenche une crise d'asthme. Alors, si on s'intéresse un petit peu à l'histoire de cette jeune maman, on se rend compte en fait qu'elle a un enfant qui a eu beaucoup de problèmes de santé et qui a subi plusieurs opérations cardiaques avant l'âge de 6 ans. Et donc, le terrain chez cette jeune maman était assez favorable. Donc l'asthme est apparu pendant vraiment la maladie de son enfant où elle a vécu des stresseurs multiples. Alors un stresseur, c'est quoi? C'est ce qui va déclencher la réponse au stress. On a des stresseurs réels dans notre environnement, donc ça peut être les examens en chaîne, l'attente des résultats, la perception de la douleur de son enfant, ça ce sont vraiment des stresseurs réels. Et puis il y a des stresseurs internes, nos propres pensées. Et nos pensées ont la capacité, si elles sont anxiogènes, de déclencher dans notre corps exactement la même réponse. Il n'y a qu'une réponse au stress, mais les déclencheurs peuvent être multiples. Dans ce cas-ci, ça peut être des pensées telles que « va-t-il tenir le coup ?» Cet examen est-il bien nécessaire? Et sachez, j'en parlerai tout à l'heure, mais retenez déjà ceci, c'est que la réponse au stress est déclenchée seulement à 10% par des facteurs réels dans notre environnement. Et 90% de cette réponse est déclenchée par nos propres pensées, rumination mentale, croyances, jugements. Donc si, par exemple, je manque de me faire renverser par un automobiliste parce que je suis distraite, eh bien, c'est un stress réel. Mais si pendant des semaines, je rumine « oh là là, j'aurais pu y rester, oh là là », eh bien, ça va entretenir en fait la réponse au stress dans mon corps. Donc 90% de cette réponse est déclenchée par nos propres pensées. On appelle cela les stresseurs internes. Alors, revenons-en à cette jeune maman Zoé. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a des stresseurs répétés dans notre corps, eh bien, ça va créer un stress psychologique constant, chronique. Et ce stress psychologique
constant, chronique, va entraîner une inflammation qui, elle, est aussi, elle va s'installer en chronicité. Tout simplement parce que quand on est stressé, la réponse inflammatoire va se déclencher en même temps. C'est parce que quand on est stressé, on peut se blesser. Donc c'est vraiment une réponse de notre corps qui est très très utile. Et ce qui se passe, c'est qu'en cas de chronicité, la réponse inflammatoire qui est faite de 2 phases. Donc il y a une première phase qui est ce qu'on appelle la phase d'activation, que vous connaissez tous. Hein, ça se caractérise par de la rougeur, chaleur, douleur, rougeur, chaleur. Donc c'est vraiment la phase active. Et puis la deuxième phase, c'est d'aller vraiment jusqu'au bout du processus de réparation. Hein, donc vous allez vous blesser, il va y avoir cette phase active où ça va être rouge, ça va être chaud, ça va faire mal. Et puis la phase de réparation qui va jusqu'à la cicatrisation. Et ce qui se passe, c'est qu'en cas de stress chronique, eh bien, le processus inflammatoire va être calé sur la phase active, sans aller jusqu'au bout du processus de réparation. Autrement dit, le stress chronique va être accompagné d'une inflammation chronique dans les tissus. Et quand on sait que pratiquement toutes les maladies de civilisation sont caractérisées par une inflammation chronique, c'est intéressant quand même de voir comment on peut permettre à notre corps de revenir à un état de repos après des épisodes de stress répétés. Alors chez cette jeune maman, le stress chronique chez elle va entraîner l'apparition d'une maladie inflammatoire chronique, qui est l'asthme. Et on le sait aujourd'hui, c'est que le stress chronique répété peut entraîner le raccourcissement de nos chromosomes. Alors on en a déjà un petit peu parlé, ce sont ces fameux télomères. Les télomères, ce sont les extrémités de nos chromosomes, qui sont représentées là en rouge. Ces régions ne codent absolument pas pour des protéines, donc il n'y a pas de gènes dans ces régions répétées. Par contre, ces télomères jouent un rôle très très important, car chaque fois que les cellules se divisent, eh bien, prenons l'exemple des lacets de vos chaussures. Moi, j'ai encore des lacets. L'extrémité plastifiée, qu'on appelle les aglets, eh bien, ça protège les lacets de l'effilochage. Eh bien, les télomères, ils jouent ce rôle-là aussi. Donc, les cellules, quand elles se divisent, eh bien, les télomères se raccourcissent. C'est un processus tout à fait normal. Et le stress, en fait, va accélérer le processus. Autrement dit, si on vit un stress chronique répété, les télomères vont être plus courts. Et donc ça, c'est vraiment un indicateur de bonne santé et de longévité. Donc plus on a des télomères longs qui se maintiennent bien, plus on est en bonne santé et c'est un facteur de longévité. Plus les télomères sont courts, plus ça traduit en fait un vieillissement accéléré par le stress. Et donc c'est Elizabeth Blackburn qui a reçu le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur les télomères et sur l'enzyme qui rallonge en fait les extrémités de nos chromosomes, qu'on appelle la télomérase. Ce qui était intéressant, donc c'est une étude qui date un petit peu, mais j'aime bien la partager parce que c'est vraiment une étude pionnière. Elizabeth Blackburn a montré avec une psy avec qui elle a collaboré, Lisa Apple, elles ont montré dès 2004 que des mamans qui vivaient un stress psychologique quotidien, intense, avec des enfants ayant des gros problèmes de santé, comme des enfants souffrant d'autisme, eh bien, leur télomère était beaucoup plus court que dans le groupe contrôle. Et donc, on peut mesurer les télomères. Donc, c'est vraiment des marqueurs biologiques qui sont mesurables. On a comparé des mamans qui avaient des enfants avec des problèmes de santé, comme l'autisme, à des mamans qui n'avaient pas des enfants, mais bien, enfin, qui n'avaient pas de gros problèmes de santé. Et on s'est aperçu en fait qu'il y avait une différence de taille des télomères, mais qui était vraiment bien marquée, et qui traduisait en fait un vieillissement cellulaire, tenez-vous bien, de 9 à 17 ans plus âgé que chez les mamans du groupe contrôle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, ça ne se voit pas, mais au niveau de leur ADN et au niveau de leur télomère, ce sont des choses qu'on peut mesurer. Alors, ça va dans les deux sens. Et donc ici, ça c'est une étude vraiment remarquable qui montre, ça c'est une étude récente qui a été publiée en 2020 par une équipe de Berlin et qui ont montré, donc ça c'est une étude qui a été menée chez des mamans qui étaient enceintes, donc de voir un petit peu l'impact du comportement maternel, si les mamans étaient bien entourées pendant leur grossesse, si elles étaient sécurisées, même si elles étaient par moments un petit peu stressées, eh bien le fait d'être résiliente, d'avoir un environnement sécurisant, eh bien on s'est aperçu
que tout ce soutien social, les émotions positives pendant la grossesse, ont fait en sorte que les télomères de leur fœtus étaient bien longs, beaucoup plus longs. Et donc, ça, c'est vraiment génial, parce que c'est vraiment, de savoir cela, c'est vraiment offrir un capital santé au futur bébé. Donc, si les mamans sont conscientes de cela, qu'elles se protègent des perturbateurs endocriniens, qu'elles font de l'exercice physique, qu'elles mangent sainement, et qu'elles ont un moyen de réguler leur stress et d'être affectivement sécurisées, eh bien, elles offrent un capital santé à leur futur enfant. Donc ça, c'est vraiment super. Donc ça va dans les deux sens, hein. Le stress raccourcit les chromosomes et un entourage sécure permet de les maintenir. Donc ça, c'était pour Zoé. Donc on voit que le stress chronique répété peut entraîner l'apparition d'une maladie inflammatoire. Et elle, dans son cas, elle a déclenché une crise d'asthme dès qu'elle est confrontée à un stresseur où elle est complètement submergée. Quatrième comportement, on a ce jeune homme, Paul, qui s'évanouit sur la plage. Et chez lui, eh bien, c'est vraiment le figement qui s'enclenche. Le chien ici est perçu comme un danger de mort. Alors, faire le mort, s'immobiliser, c'est un moyen de se rendre invisible à ce qui est perçu en tout cas comme un prédateur. Ça permet aussi de détourner l'attention du prédateur, de devenir insensible à la douleur. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le champion du monde, toute catégorie de ce comportement, c'est l'opossum. Voilà, ce petit animal qui vit en Australie. Et lui, en fait, quand il est confronté à un danger, il va faire le mort, mais en plus, il va en fait sécréter une odeur de putréfaction pour vraiment dissuader les prédateurs d'aller le grignoter. Et donc, vous avez sans doute peut-être déjà vu le dessin animé L'âge de glace. Eh bien, donc, ce sont des opossums, hein, qui sont les petits animaux voilà, dans ce dessin animé. Voilà. Alors, on va voir ce qui s'est passé chez ce monsieur, hein, qui s'évanouit. Donc, si on regarde un petit peu son histoire, on s'aperçoit qu'il avait déjà été attaqué par un chien quand il était jeune. Donc, deuxième fois que ça arrive, bon, ça le stresse un peu plus. Et puis, en questionnant la famille, on se rend compte que tout le monde dans sa famille a une peur bleue des chiens. Et puis, en creusant encore un petit peu, on se rend compte en fait que un de ses ancêtres, son grand-père a vu sa sœur se faire dévorer par un chien pendant la guerre. Donc là, on voit un exemple de transmission possible d'une génération à l'autre. Alors, on a parlé tout à l'heure des perturbateurs endocriniens qui peuvent, donc voilà, il peut y avoir des transmissions d'une génération à l'autre. Et c'est la même chose pour les traumatismes psychiques. Donc, il peut y avoir également des transmissions d'une génération à l'autre. Et on commence à tout doucement comprendre les mécanismes de cette transmission, même s'il reste encore beaucoup de choses à découvrir, hein. Et donc, l'exposition, on en a déjà parlé, donc une maman qui est exposée quand elle est enceinte, eh bien, ça va toucher 3 générations. Ça va toucher la génération de la maman, ça va toucher la génération du bébé qu'elle porte, et ça va toucher la génération du futur enfant, puisque ce sont les cellules reproductrices de l'enfant qu'elle porte qui vont être également exposées. Donc 3 générations qui sont déjà touchées s'il y a une exposition chez une femme enceinte. Autrement dit, pour qu'on puisse écarter vraiment une transmission liée à une exposition, eh bien c'est vraiment à partir de la 4e génération qu'on peut vraiment parler d'effets transgénérationnels. Alors, une des premières études qui s'est intéressée à l'épigénétique et à cette transmission, c'est une famine aux Pays-Bas à la fin de la guerre 40-45. Et en fait, à la fin de cette guerre, les nazis avaient interrompu l'approvisionnement des vivres. Et donc, les femmes qui étaient enceintes à l'époque, elles recevaient à peine 500 calories pour s'alimenter et alimenter l'enfant qu'elles portaient. Et donc, c'est parce que les archives aux Pays-Bas étaient particulièrement bien étoffées qu'on a pu retrouver ces personnes, leurs descendants, la génération encore après, et on a pu vraiment faire des études épigénétiques pour voir un petit peu les changements dans l'expression des gènes chez les personnes exposées, mais également chez les descendants, étant donné qu'ils ont été également exposés pendant la vie intra-utérine. Et on s'est rendu compte qu'il y a toute une série de gènes qui avaient leur expression modifiée, notamment un des facteurs de croissance,
donc insuline growth factor 2 qui joue un rôle vraiment dans le transfert des nutriments de la mère vers son enfant, et qui faisait en sorte, en fait, la caractéristique, c'est que les bébés sont nés avec un plus petit poids de naissance, hein, ce qui paraît logique, étant donné le contexte. Mais ce qu'il était moins, c'est qu'à la génération suivante, et encore à la suivante, eh bien, on conservait des petits poids de naissance. Donc il y a vraiment eu des modifications épigénétiques chez ces descendants, liées au départ à une meilleure adaptation à leur environnement. Et il se fait également que ces descendants ont développé des maladies métaboliques, hein, notamment le diabète de type 2, donc chez les descendants de ces femmes qui étaient enceintes. Donc ça, c'était vraiment la toute première étude épigénétique qui a été montrée, pour montrer vraiment cet effet transgénérationnel. Alors j'aime bien aussi parler de cette étude-là, parce que là, on voit vraiment qu'il y a un effet transgénérationnel. Donc c'est un chercheur qui s'est intéressé vraiment à la transmission d'une odeur. Et donc on a conditionné des souris mâles, c'est important, hein, mâles, à avoir peur d'une odeur. C'est pas très sympa, hein, quand on conditionne des animaux à avoir peur. Plancher électrisé, on leur fait sentir l'odeur en même temps, et voilà. Donc ils apprennent à avoir peur d'une odeur spécifique. Et puis, on a prélevé le sperme de ces mâles qui avaient été exposés au choc électrique et à l'odeur. On a asséminé des femelles qui n'avaient jamais été exposées dans un autre laboratoire, donc ils n'ont été aucunement en contact. Et les petits ont sursauté instinctivement à la première exposition à l'odeur. Et à la génération suivante, ils étaient encore plus sensibles à l'odeur. Donc là, on voit que c'est la génération 4, hein, ils n'auraient pas pu être exposés à l'odeur, puisque ici c'est vraiment les mâles qui ont transmis leur sperme, et donc bien sûr le sperme a été exposé, mais à la génération d'après, il n'y avait plus d'exposition possible. Donc on voit ici que les petits héritent à la naissance d'une forme de souvenir qui appartenait à leurs parents. Et donc ici on voit que c'est vraiment indépendant de tout apprentissage. Là ils l'ont montré au moins sur 3 générations. Voilà. Et donc là, ici, on a une chercheuse suisse qui s'intéresse, elle, au micro-ARN. Hein. Donc souvenez-vous, l'expression des gènes, on a la première phase, c'est la copie de l'ADN en ARN messager. La deuxième phase, c'est la traduction des ARN messagers en protéines. Et donc les micro-ARN, eux, ils empêchent vraiment la deuxième phase. Ils vont en fait s'apparier à des ARN messagers spécifiques et empêcher qu'on aille jusqu'au bout du processus de production des protéines. Et donc, elle travaille sur le stress, et en particulier, elle étudie les micro-ARN. Et donc là, on a stressé des souriceaux mâles, on les a séparés de leur mère 3 heures après la naissance, et on s'est aperçu en fait qu'il y avait des modifications au niveau des micro-ARN qu'on a retrouvées, donc chez les descendants, dans le sperme, mais aussi au niveau de l'hippocampe et de l'hypothalamus. Et on a observé chez les descendants des troubles de comportement qui étaient comparables à leurs géniteurs. Et ça a pu être observé jusqu'à 3 générations, donc notamment dépression, évitement social, apathie, problèmes de mémoire. Donc plusieurs mécanismes pour cette transmission. Ça passe par les gamètes, ça passe aussi par les micro-ARN. Et chez l'homme, donc le récepteur au cortisol, on en a déjà parlé. Hein. Donc ça, c'est une équipe à New York, menée par Rachel Yehuda, qui étudie justement le récepteur au cortisol chez les descendants de survivants de l'Holocauste. Donc les descendants, eux, n'ont pas été exposés, c'était leurs parents, et on se rend compte en fait que le récepteur au cortisol s'exprimant moins bien, puisque le gène est inhibé en partie, et donc ça prédispose les personnes à des maladies psychiatriques, étant donné qu'ils sont moins capables de pouvoir réguler la réponse au stress et que le cortisol s'accumule dans leur organisme. Donc voilà, donc ce sont des exemples qui montrent que le stress peut, dans certaines mesures, laisser des traces sur notre ADN et entraîner le fait que ces transmissions peuvent passer d'une génération à l'autre. Alors on voit que la réponse au stress, on n'est pas tous équivalents, c'est vraiment dépendant de notre terrain. Ça va dépendre de notre perception, interprétation de la situation, expérience antérieure, état de santé général,
notre système de croyance aussi. Hein. L'effet placebo, l'effet nocebo, ça existe. Hein. Voilà. Donc notre système de croyance va également intervenir. Et ici, le stress, c'est le déclencheur de la réponse, mais pas pour tout le monde. Hein. Donc la cause est parfois à chercher bien en amont de ce qui a pu déclencher cette réponse. Alors l'épigénétique, c'est vraiment un processus hautement dynamique. Hein. En permanence, en réponse à notre environnement, nous allons avoir des modifications dans l'expression des gènes. Donc ça peut être vraiment ponctuel, voilà, on a mangé, on a eu un pic d'insuline, voilà, c'est tout à fait normal. Donc c'est vraiment, on peut voir l'épigénétique comme une interface entre notre ADN qui est très stable, puisque c'est le support de l'hérédité, et notre environnement qui est variable. Et donc vraiment, en permanence, selon les besoins, on va activer ou désactiver certains de nos gènes. Et donc ce processus épigénétique, ça va vraiment dépendre de notre histoire, de nos expériences, si on a reçu des soins, si on a été sécurisé. Et ainsi, on va développer des capacités de résilience plus ou moins grandes. Il est évident que des enfants traumatisés, en sachant que ça reste toujours une prédisposition, hein, c'est pas démontré que ça va se passer comme ça, mais ils auront quand même plus de risques d'avoir des difficultés scolaires, un manque de confiance en eux et à l'âge adulte peut-être des problèmes psychologiques. Et à l'inverse, un environnement soutenant, sécurisant, renforce la confiance en soi, active l'expression de molécules permettant de réguler la réponse au stress et de s'apaiser. Alors plus les expériences traumatiques sont précoces, plus les gènes sont étiquetés. Et évidemment, la période de grande fragilité, ce sont les 1000 premiers jours de la vie, qui inclut vraiment dès la conception, hein, toute la vie intra-utérine et grosso modo les 2 premières années de vie. Et donc, j'ai eu l'occasion de donner cours à Toulon, où Boris Cyrulnik enseigne, dans le cadre d'un DU qui s'appelle Accompagner de la procréation à la naissance. Et donc, moi, j'ai un petit peu été parler de l'épigénétique du développement. Et donc, lui, s'est vraiment positionné vraiment pour mettre sur pied le comité du parcours des 1000 premiers jours de la petite enfance, vraiment pour guider les futurs parents dès la conception, voilà, jusqu'à l'entrée à la maternelle de l'enfant. Et l'objectif ici, c'est vraiment la prévention et la résilience. Hein. Donc c'est vraiment super que ces initiatives se mettent en place. Et en fait, j'ai eu l'occasion de visiter une maison des 1000 jours, et il n'y a pas vraiment du personnel médical. C'est vraiment pour offrir aux gens la possibilité de parler. Hein, donc de parler, de se refiler les petits trucs. Donc vraiment que les parents puissent vraiment communiquer. Et donc ça crée vraiment de l'entraide. Prévention en tenant compte de l'environnement. Hein. L'allaitement maternel, des conseils portant sur la diététique, l'activité physique, la réduction de l'exposition à des substances toxiques, évidemment, les perturbateurs endocriniens, et des relations affectives soutenantes, hein, qui permettent vraiment de s'apaiser et de réguler le stress. Et donc résilience, parce que même si des bébés où les mamans ont été stressées pendant leur grossesse, eh bien, un environnement sécure et aimant répare les blessures du passé. Boris Cyrulnik disait, un cerveau, ça se répare en 48 heures. Dès qu'on sécurise les mamans, elles vont être sécurisantes pour leur enfant. Donc aucun déterminisme. Le cerveau, il est plastique et évolutif. Alors, Ernesto Burgio, voilà, il était prévu il y a 2 ans et puis il n'a pas pu se libérer pour venir, mais il verra peut-être un des prochains colloques de l'association. Donc lui, c'est un des spécialistes de l'épigénétique du développement. On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure de la DOAD, donc c'est vraiment un groupe de recherche qui s'intéresse à l'origine développementale de la santé et des maladies. Et donc on sait qu'une première exposition précoce pendant la vie intra-utérine, eh bien, ça va vraiment favoriser plus tard, s'il y a de nouveau des expositions, l'émergence de certaines maladies dont on a déjà parlé. Cancer, diabète, obésité, autisme. Donc voilà. Et donc l'important quand on sait ça, c'est vraiment de pouvoir faire de la prévention. Donc c'est vraiment protéger un maximum les mamans des polluants, mais également du stress pendant les 1000 premiers jours du début de la vie. Alors, on va passer aux bonnes nouvelles. Hein.
Voilà. Donc, il y a des comportements protecteurs. Et donc, c'est pour ça qu'en coécriture avec mon amie Marie Botman, on a pensé vraiment à écrire un livre sur des comportements qui, en synergie, vont vraiment jouer un rôle d'adoucir l'effet du stress et de vraiment renforcer nos capacités d'adaptation à l'environnement. Le fil conducteur, c'est toujours les jumelles, Marie et Lisa. Et donc, les 5 comportements ici, c'est du bon sens. Hein. On voit ça toute la journée aujourd'hui, c'est vraiment du bon sens. Le premier comportement, c'est un moyen de réguler notre stress. Moi, je pratique la pleine conscience, mais ça peut être autre chose. Ça peut être du yoga, ça peut être aller se promener dans la nature, ça peut être du tai chi, du qigong, de la sophrologie, de la cohérence cardiaque. Une nutrition équilibrée, donc M. Castronovo nous en a bien parlé. Donc on peut vraiment agir au niveau de notre alimentation, notamment avec des aliments antioxydants. Hein. Alors l'activité physique, Gérard nous en a parlé, tous les effets bénéfiques à la fois sur notre cerveau aussi, hein, puisqu'on va produire le fameux BDNF qui est un facteur de croissance neuronale. Donc en faisant du sport, on agit également sur notre cognition. Alors 2 points qui sont peut-être nouveaux, qu'on n'a pas encore abordés aujourd'hui, c'est si on est heureux dans l'action, que ce soit dans des activités, dans notre activité professionnelle, ou bien si on s'investit dans des activités de bénévolat qui donnent du sens à ce qu'on fait, eh bien ça va nous faire gagner de l'énergie. Et toutes les relations affectives et sociales de qualité vont vraiment jouer un rôle protecteur. Voilà, donc gestion du stress, par des activités qui font le lien entre notre corps et notre mental, l'alimentation. L'activité sportive ou l'activité physique joue aussi un rôle important parce qu'en fait, quand on a des épisodes de stress répétés, on va en fait se rigidifier. C'est un peu comme si on se forgeait une carapace et donc le fait de faire du sport va en fait délier toutes ces tensions. Donc ça a vraiment aussi un effet bénéfique au niveau de dénouer ces rigidités qui peuvent à la longue entraîner des douleurs chroniques dans notre corps. Hein. Donc s'épanouir, voilà, dans son travail, être heureux dans l'action. Autrement dit, être soi-même, être aligné pour faire et avoir, ça c'est vraiment l'idéal. Parce que si on fait pour avoir et pour avoir l'impression d'être quelqu'un, c'est vraiment s'épuiser. Hein. Donc si ça part vraiment d'une manière de fonctionner où on est heureux dans ce qu'on fait, ce qu'on va faire va être en alignement et ce qu'on va gagner de notre activité sera toujours très bien parce que pleinement en alignement avec qui on est. Et enfin, donc les relations affectives vont nous permettre de produire dans notre corps l'ocytocine. On en a déjà parlé, c'est l'hormone du lien affectif et social. Voilà, et donc ça permet vraiment de gagner en confiance en soi car l'ocytocine, c'est un des plus puissants anxiolytiques. Alors, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, mais l'écouter une 2e fois, c'est quand même utile. Chez nos ancêtres qui étaient chasseurs-cueilleurs, eux, ce qui déclenchait la réponse en stress dans leur corps, c'était déclenché à 100% par des facteurs réels, comme un prédateur, un tigre à dents de sabre qui fonce sur eux. Et aujourd'hui, ça représente 10% de ce qui déclenche la réponse au stress. Et 90%, c'est déclenché par nos propres pensées. Et donc, le stress, qui est un processus très utile de protection de notre corps, puisque ça nous permet d'agir en cas de danger, eh bien, il devient toxique s'il est répété, s'il s'installe en chronicité. Autrement dit, avoir un moyen pour réguler son stress, c'est quand même utile pour que notre organisme puisse vraiment revenir à un état de repos. Et comme dans un compte en banque, c'est une question d'équilibre. Chaque jour, on gagne de l'énergie et chaque jour, on en dépense. Mais ce qui est important, évidemment, c'est que les entrées et les sorties s'équilibrent. Alors, on gagne de l'énergie chaque jour par l'alimentation, c'est assez évident. La respiration aussi, parce qu'on a besoin d'oxygène pour toutes les réactions métaboliques dans notre corps. Donc l'oxygène est indispensable. Le sommeil aussi nous permet de gagner de l'énergie et les relations de qualité. Les activités de ressourcement, donc même si on est dans une activité de ressourcement où on se dépense, le fait d'être heureux dans ce qu'on fait va vraiment faire en sorte qu'on va gagner en énergie. Chaque jour, on dépense de l'énergie pour maintenir nos fonctions de base, pour toute activité, qu'elle soit physique ou intellectuelle, pour nous réparer, et pour réagir
aux stresseurs externes et internes. Sur les externes, on peut malheureusement rien faire puisque ce sont des choses qui ne sont pas prévisibles, mais par contre, nos propres pensées, on va pouvoir agir dessus. Et donc, la méditation de pleine conscience, entre autres, nous permet vraiment de prendre conscience de nos pensées et de ne pas s'y identifier. Alors quand on sait qu'on a entre 60 000 et 70 000 pensées tous les jours, et que 98% de nos pensées sont les mêmes de jour en jour, on n'est pas très créatif. Et si on commence à s'intéresser à notre dialogue intérieur, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de pensées qui sont très anxiogènes et que si on se répète 60 000 fois par jour « je suis nul, je n'y arriverai jamais », c'est clair que ça va avoir un impact sur notre capacité d'entreprendre. Donc, plus les gains sont de qualité et plus on diminue nos stresseurs internes, plus on va gagner en énergie pour s'adapter à notre environnement. Et j'aime bien utiliser cette métaphore de la forêt. Donc la forêt de gauche, elle est humide, elle est pleine de biodiversité. Il est évident qu'un événement imprévu dans cette forêt, comme une étincelle, aura peu d'impact parce que la forêt aura vraiment toutes les ressources pour s'adapter. L'étincelle ne fera pas de dégâts dans cette forêt. Par contre, si notre organisme est comparable à la forêt de droite, si nous sommes au bord de l'épuisement, eh bien, il est évident qu'un événement imprévu pourra faire des dégâts et laisser des traces dans cette forêt. Et donc, les comportements ici qui sont proposés en synergie, ça peut faire en sorte vraiment qu'à l'image de cette forêt de gauche, nous ayons suffisamment de ressources en nous pour faire face à des événements imprévus. Et donc, de faire en sorte que ces événements ont peu ou pas d'impact sur notre santé. Alors, par où commencer? Donc, on va maintenant passer à un volet pratico-pratique. Et donc, l'ocytocine est sécrétée par l'hypophyse, mais aussi l'hypothalamus. Elle joue un rôle dans l'attachement et le lien social. Elle procure confiance et sécurité dans le lien aux autres et nous donne un sentiment d'appartenance. Alors, elle est responsable d'un cercle vertueux. Donc, ceci est issu du livre de Catherine Guéguen, « Vivre heureux avec son enfant ». Elle nous permet d'éprouver de l'empathie, d'éprouver de l'amour, de l'amitié. Elle donne une réelle confiance en soi. Elle nous permet d'être dans la coopération aux autres et elle diminue le stress. Donc l'ocytocine, c'est un des plus puissants anxiolytiques. Alors, autre bonne nouvelle, c'est que quand elle est synthétisée, elle va favoriser la sécrétion de 3 autres hormones du bien-être. Vous connaissez sans doute la dopamine. Donc la dopamine, elle est associée à la motivation et à la récompense. Donc elle nous donne du plaisir. Les endorphines sont sécrétées quand on fait du sport intensif. Donc par exemple, si on fait un marathon, à la fin du marathon, on va être un petit peu dopé dans un état euphorique. Mais pas que. On va voir que d'autres moyens, sans courir un marathon, nous permettent de produire des endorphines. Donc ce sont nos antidouleurs naturelles. Et la sérotonine stabilise l'humeur. Donc voilà. L'ocytocine favorise la sécrétion de ces 3 autres hormones du bien-être. Alors, comment les stimuler facilement dans notre corps? Les endorphines, eh bien, si on rit aux éclats, ça va nous permettre d'avoir un petit peu comme cette euphorie du coureur. Et donc, elle est produite quand on rit aux éclats, quand on chante, quand on danse, quand on pratique un sport intense, quand on fait l'amour aussi. Et donc j'ai une petite vidéo, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous la passer. Si vous avez l'occasion de mettre fou rire, tram Bruxelles, ça dure 2 minutes. C'est une petite vidéo où un animateur commence à rigoler, et puis alors c'est vraiment communicatif, et à la fin tout le monde pleure de rire, c'est vraiment extraordinaire. Et à la fin des 2 minutes, vous allez baigner dans les endorphines, vous allez vous sentir super bien. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a des thérapies qui sont basées sur le rire. Donc, une manière simple de permettre de produire dans notre corps des endorphines, c'est de rire le plus souvent possible et de chanter, de danser aussi. D'où les chorales. Les chorales, ça fait du bien de chanter. Alors, la sérotonine. Comment est-ce qu'on peut favoriser la production de sérotonine dans notre corps? Et peut-être, petite parenthèse, j'en parle dans mon 2e livre, la sérotonine est produite à 95% par les neurones de notre intestin. Voilà.
Donc le ventre, notre deuxième cerveau, on a vu le microbiome qui intervient bien sûr dans la santé, mais les neurones de notre intestin jouent aussi un rôle très important, et donc la sécrétion de sérotonine majoritairement produite par notre intestin. Et si on pratique la gratitude, eh bien on va favoriser la sécrétion de sérotonine. Donc chaque jour, à la fin de votre journée, vous pouvez faire un petit bilan, ah ben voilà, il s'est passé ça, c'était sympa aujourd'hui, eh bien voilà, je suis heureux et je suis en gratitude par rapport à cela que j'ai vécu pendant ma journée, ça m'a fait du bien et je suis en gratitude par rapport à cela. Elle est produite également au contact de la nature, donc si on va se promener dans la nature, on va vraiment produire plus de sérotonine. Si on éprouve de la fierté par rapport à ce qu'on a accompli, on va également favoriser la sécrétion de sérotonine. Donc ce sont des moyens simples, mais si on les applique au quotidien, ça, ben, ça va faire en sorte qu'on se sent mieux. Alors, la dopamine, hormone de la récompense, de la motivation. Et là, si on s'émerveille avec nos 5 sens, on va également stimuler la production de dopamine. Donc, les 5 sens, donc vous allez vous promener dans la nature, vous allez voir une belle fleur, ben voilà, vous allez la voir. Vous allez l'écouter, je ne sais pas si elle va vraiment émettre un son, mais peut-être qu'il y aura des sons environnants, peut-être des oiseaux qui chantent. Vous allez la toucher, vous êtes en contact avec le sol, vous allez sentir le ressenti de vos pieds sur le sol. Il y aura peut-être certaines odeurs, si c'est une rose, voilà, elle est parfumée. Et peut-être que vous serez en train de saliver, parce que voilà, cette odeur va vous faire penser à quelque chose d'agréable. Donc, dès qu'on s'émerveille avec nos 5 sens, si on dort de 7 à 9 heures par jour, on produit aussi un beau lot de dopamine. Et si on fait de nos petits succès, ça allume une étincelle de satisfaction. Petit succès, il n'y a pas besoin de faire des grandes choses. Donc si voilà, on a accompli quelque chose et qu'on est heureux de ce qu'on a fait, eh bien, on va produire de la dopamine. Moi, j'adore repasser. Bon, voilà, chacun son kiff. Et voilà, j'adore parce que j'aime bien la chaleur, j'aime bien l'odeur du linge bien propre. Et donc, une fois que j'ai repassé, je vais voir ma pile de linge, je vais respirer et je vais être contente de ce que j'ai fait. Et puis, je vais aller me faire une petite tasse de thé ou de café. Et là, je suis certaine que je vais produire de la dopamine, mais en plus, j'éprouve de la satisfaction par rapport à cette petite chose que j'ai faite sur ma journée et voilà, qui m'a fait plaisir. Alors, enfin, l'ocytocine, cette hormone du lien affectif et social, elle est sécrétée suite à un contact doux. Ça peut être des massages, des câlins. Si vous prenez quelqu'un dans les bras et que vous vous tenez au moins pendant 30 secondes, vous allez après baigner dans un bain d'ocytocine. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Si vous caressez un animal aussi, donc il existe des bars à chats. Je ne sais pas s'ils ont fermé ou s'ils ont réouvert, mais en tout cas, il y en a à Namur, où il y en avait. Donc dès qu'on caresse un animal, on va produire de l'ocytocine. Ça va nous faire du bien et ça fera du bien à l'animal aussi. Si on fait l'amour, si on prend un bain chaud, un bain de soleil, et la méditation aussi. Donc la méditation nous fait sécréter de l'ocytocine. Et même si on n'est pas touché, mais qu'on est dans une interaction agréable, harmonieuse, eh bien on va aussi produire de l'ocytocine. Donc dès qu'on est dans une relation de confiance harmonieuse, un simple regard bienveillant nous fait sécréter de l'ocytocine. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, donc les autistes sécrètent beaucoup moins d'ocytocine. C'est pour cette raison-là aussi qu'ils ont des difficultés à regarder les autres. Tout simplement parce que la sécrétion d'ocytocine nous permet vraiment de nous connecter les uns avec les autres. Alors, il existe aujourd'hui de nombreuses études qui montrent les effets bénéfiques de la méditation. Je prends juste celui-là parce que c'est vraiment une étude très très récente. Alors on sait que ça renforce l'immunité et que ça diminue l'inflammation et le stress oxydatif. Donc quand on sait que le stress chronique est accompagné d'une inflammation chronique et que toutes les maladies dites de civilisation sont accompagnées d'une inflammation, c'est quand même intéressant d'avoir une pratique qui nous permet de diminuer l'inflammation et de renforcer notre immunité. Le stress, la peur, ça diminue notre immunité. Donc de savoir qu'avoir un antidote quelque part
facile à mettre en place. Et dans cette étude, ils ont montré que 220 gènes impliqués dans la réponse immunitaire, voire leur expression augmentée, sans toutefois augmenter la réponse inflammatoire. Et donc, ils ont pu montrer que cette réponse immunitaire spécifique est dérégulée chez les individus ayant fait une forme sévère de Covid. Donc là, on voit vraiment qu'il y a vraiment un lien avec le terrain et que le terrain, ça s'entretient. Donc si on combine ces 5 comportements, on va faire en sorte qu'on ait suffisamment de ressources dans notre corps pour faire face à toutes les situations. Et l'inverse du stress, ce n'est pas le calme, hein. C'est s'adapter, c'est résilier, c'est s'adapter en conscience à notre environnement. Alors, je vais vous proposer une petite pratique de pleine conscience. C'est une invitation, hein. Voilà. Sentez-vous tout à fait libre de participer ou pas à cet exercice. Et je vais vous proposer de respirer en étant assis sur votre chaise, de décroiser les jambes si elles étaient croisées, de prendre vraiment un moment pour vous offrir ce cadeau, pour marquer une pause, et de commencer par prendre conscience de votre corps dans cette position assise, de ressentir vos appuis avec le fauteuil, de ressentir le contact de vos pieds avec le sol, de sentir aussi le contact de vos mains posées sur les cuisses. Voilà, peut-être la paume des mains, peut-être le dos. Alors vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer, c'est vraiment comme vous voulez. Et puis on va porter l'attention sur les sensations dans le corps. Prendre notre météo intérieure. Voilà, comment se sent le corps en cet instant? Quelles sont les zones qui sont plutôt relâchées, les zones qui sont plutôt tendues, les zones qui sont plutôt chaudes, qui sont froides? Voilà, c'est vraiment prendre notre météo intérieure, ici et maintenant. Et puis je vous invite à prendre conscience de votre respiration à l'endroit du corps où c'est le plus facile de l'observer. Ça peut être au niveau des narines, sentir ce va-et-vient de l'air qui rentre dans votre corps et qui en ressort à chaque respiration. On peut aussi observer le thorax qui se soulève et qui s'abaisse à chaque respiration. Peut-être aussi le ventre en posant la main sur le ventre et vraiment sentir ce mouvement du ventre qui se soulève et qui s'abaisse à chaque respiration. Et puis dans cet espace, dans ce moment de pause qui est vraiment un moment pour vous, cet après-midi, c'est d'inviter un sourire qui peut être intérieur ou extérieur, et d'observer les effets de ce sourire sur les sensations, sur les émotions, et peut-être aussi sur les pensées qui sont là et qui se sont certainement invitées depuis un moment dans cet espace, dans cette pause. Et être tout simplement dans une observation neutre de ce qui se passe en cet instant même dans votre corps, alors que vous souriez. On va de nouveau reprendre conscience de notre respiration, de ce va-et-vient de l'air dans notre corps. D'être conscient de l'inspiration, de l'expiration. Et peut-être aussi se remercier chacun et chacune d'être venu, d'avoir pris le temps de venir écouter aujourd'hui des exposés autour de l'épigénétique et de se dire, voilà, je me suis offert ce cadeau aujourd'hui pour prendre soin de moi, de ma santé.
et d'avoir ce moment de gratitude pour ce choix. Voilà, on revient à une conscience du corps, conscience de soi, de nos appuis sur le fauteuil. Et puis on peut doucement ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et reprendre contact avec l'espace dans lequel on se trouve. Cette belle salle, la luminosité, les couleurs, la sonorité. Alors je vais conclure avec cette diapositive. Voilà, donc chaque jour on peut choisir une activité pour produire dans notre corps des hormones du bien-être. Et ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Les endorphines, au choix. Rire aux éclats, chanter, danser ou bien courir un marathon. La dopamine, s'émerveiller avec les 5 sens. Fêter ses petits succès. Dormir, se donner l'occasion de dormir 7 à 9 heures par jour. La sérotonine, pratiquer la gratitude. Se rappeler des moments de réussite et ressentir de la fierté. Se ressourcer dans la nature, l'ocytocine, la câlinothérapie, voilà, se faire des câlins, méditer, faire plaisir à quelqu'un. Merci beaucoup pour votre attention et je serai très heureuse de répondre à vos questions tout à l'heure.